À la une ce soir, deuxième et dernier jour de visite en Martinique pour Benoît Hamon. Le candidat à la présidentielle a pris le traditionnel bain de foule au marché couvert de Fort-de-France dans une ambiance très détendue aujourd'hui. En Guadeloupe, c'est Ségolène Royal qui est actuellement en visite. La ministre de l'Environnement a annoncé la possibilité d'un soutien de l'État de 30 millions d'euros par an. Objectif, régler le problème de l'eau très récurrent dans l'île Sœur. La liaison maritime Fort-de-France-Casse-Pilote devrait bientôt voir le jour. Tous les acteurs du projet de la commune se disent prêts. La date du lancement a été annoncée au 7 avril prochain. Et puis nous parlerons culture avec l'exposition Exubérance Afro-Caraïbe qui est visible jusqu'au 24 mars prochain à la bibliothèque Schellcher. 2 femmes traduisent en peinture leur rencontre africaine et antillaise. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Dernier jour de visite chez nous pour Benoît Hamon. Comme de nombreux politiques venant de l'Hexagone, il a fait ce matin le passage quasi obligé au marché couvert de Fort-de-France. Entouré du maire Didier Laguerre et du député Serge Letchimy, le candidat à la présidentielle s'est prêté au jeu de bain de foule dans une ambiance très détendue. Alizé Lutran et Michelet François étaient sur place. Regardez. En politicien averti, Benoît Hamon n'a pas esquivé le traditionnel bain de folklore au marché de Fort-de-France. Jus de prune de citerre à la main, le candidat fait son baptême des saveurs locales et se laisse volontiers prendre au jeu des marchandes. Ça, c'est le bois bandé pour faire beaucoup d'enfants. Pour écraser le lit à Martinique. Il n'y a pas que ça, ça fait plaisir. Sans perdre de vue pour autant l'objet de sa visite, convaincre l'électorat martiniquais avec un programme sur mesure. J'ai pris des engagements assez importants, à la fois dans le soutien qui sera celui de l'État dans la durée pour les grandes infrastructures qui sont nécessaires pour un territoire comme celui-là, notamment sur la continuité territoriale, avec un engagement de porter à 2,5 milliards d'euros le fonds égalité réelle. J'ai voulu aussi dire que je maintiendrai la surrémunération des fonctionnaires, que le revenu universel d'existence s'appliquera ici. Concrètement, pour un pêcheur de la Martinique, cela voudra dire que quand il ne gagne pas suffisamment pour vivre, moins que le SMIC, il y aura un complément de revenus lié au revenu universel qui lui permettra de vivre le plus décemment qu'il ne le fait aujourd'hui. 24 heures qui lui auront permis d'être confronté aux réalités de notre région. Le candidat s'est également penché sur le cas du TCSP. Le projet qui a été mis en œuvre et qui ne demande qu'à démarrer de transport en commun en site propre, qui est un très beau projet qui va dans le sens de la modernité pour décongestionner la ville de Fort-de-France. Vous avez pu en discuter avec M. Laguerre? J'en ai parlé avec le maire évidemment, parce que je trouve que c'est une très belle opération. Spectatrice habituée des ballets politiques, les marchandes semblent plutôt séduites par la prestation du leader socialiste. Je pense que M. Hamon ferait bien l'affaire. Pourquoi? Je l'ai trouvé sympa, il est bien. Ce qu'on recherche, c'est un président qui est réel, qui est prêt pour nous aider et nous écouter. Vous pensez que M. Hamon pourrait être cette personne? Oui, parce qu'il est jeune. Je pense qu'il est jeune, je pense qu'il peut nous écouter parce qu'il peut entrer dans la vie des jeunes. Puis l'autre est venu l'autre jour, maintenant c'est lui. Chaque personne mène son combat. Moi, seulement la seule solution, c'est le jour J. Qui va gagner le combat? Parce qu'il y a un combat à mener. Ils sont en train de mener un combat. En fin d'après-midi, Benoît Hamon a rencontré des jeunes représentants d'associations avant de partir vers l'Hexagone dès ce soir. Et le candidat à la présidentielle est arrivé chez nous hier après-midi. Dans la soirée, il a tenu un meeting au Grand Carbet du parc Aimé-Césaire à Fort-de-France. Justice, sociale, sécurité, éducation. Il a présenté les grandes lignes de son programme devant près de 600 personnes. Louis Sabas était sur place. Regardez. Acclamé par le public, Benoît Hamon fait son entrée. Au Grand Carbet, ils sont près de 600 militants venus voir et écouter le candidat PS qui brigue l'Élysée. Des anonymes, mais aussi des personnalités de la gauche martiniquaise. PPM, FSM, EPNN et sympathisants. Le revenu universel d'existence, c'est d'abord quoi? Au 1er janvier 2018, l'ensemble des bénéficiaires du RSA auparavant jouiront d'une allocation désormais portée à 600 €. Revenu universel d'existence, justice sociale, sécurité, éducation, il présente ses grandes orientations et place même le chlordécone dans son discours. C'est que je soutiendrai le principe qui avait été posé d'une loi d'indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat. Le candidat vient convaincre, mission accomplie auprès du public. Il nous a expliqué ce qu'était le revenu universel, il nous a expliqué sa vision
Et je crois qu'elle est très novatrice et on a besoin d'un président comme Benoît Hamon. Il a touché vraiment les points sensibles. Et en plus, il m'a vraiment convaincu. Et ce président, aujourd'hui, ce sera le président idéal. Les députés, les maires et représentants de partis de gauche présents voient en ce candidat et son programme des valeurs pour lesquelles ils comptent s'unir et partir en campagne. Nous sommes tous derrière le candidat socialiste et de la gauche la plus large possible. Nous sommes déjà dans un partenariat avec le PPM, mais au-delà du PPM, il y a d'autres gauches. Il y a le RDM, ce ne sont pas des pestiférés. Certains pourtant veulent tempérer cet enthousiasme. Autour de tout ce qu'on nous dit, moi, en tant qu'ancienne présidente d'une collectivité, je dis derrière, qu'est-ce qu'il y aura, qui va payer et combien on devra payer. Benoît Hamon dira peu sur son programme concernant l'outre-mer. Le meeting s'achève par une Marseillaise. Il quitte la salle comme il est venu, sous les acclamations et par des poignées de main aux sympathisants. Et en Guadeloupe, c'est Ségolène Royal qui est en visite en ce moment. La ministre de l'Environnement a annoncé que l'État serait prêt à verser 30 millions d'euros par an pour régler le problème de l'eau très récurrent dans l'île Sœur. Voyez ce reportage de Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Curie. Une visite au pas de charge pour Madame le ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer qui débute cette journée de rencontre par Morne-à-l'Eau. Une étape importante. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui devant vous. Un accueil chaleureux avant d'aborder les dossiers importants, comme celui de l'eau. C'est un grand jour pour Morne-à-l'Eau. Madame Ségolène Royal m'avait promis de venir à Morne-à-l'Eau et elle est présente. Donc nous avons fait une présentation au niveau de la mairie et ce qui était le plus important, c'était d'inaugurer cette station d'épuration. Le maire de Morne-à-l'Eau, en présence de Gabriel Louis Carabin, président de la communauté d'agglomération, et le président du SIAG, Laurent Bernier, en a profité pour faire visiter l'ouvrage de Gédéon, un bel exemple de fédération des énergies. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que nous avons beaucoup travaillé pour mettre en fonctionnement cette station d'épuration. J'étais venu en octobre 2014 pour lancer les premières réunions de travail parce qu'il y avait une situation tout à fait anormale, notamment des fuites d'eau, un non-entretien du réseau. Et donc la condition pour que l'État intervienne, c'était que les élus se mis devant leurs responsabilités, engagent les travaux et surtout disent pourquoi il y avait une gestion aussi défectueuse de l'eau en Guadeloupe. La ministre a exhorté les élus à trouver rapidement un terrain d'entente, mener à bien les travaux de réhabilitation des réseaux et arrêter de se renvoyer la responsabilité. Il va falloir faire des travaux importants, notamment sur les fuites d'eau. Il va falloir aussi faire un travail sur les factures d'eau. Et ce travail-là va mettre chacun devant ses responsabilités. À partir de là, l'État va intervenir. Et j'ai demandé aux différentes agences de l'eau métropolitaines de mettre en place un fonds de solidarité avec la Guadeloupe à hauteur de 30 millions d'euros par an. C'est un gros effort financier. Les élus se sont tiraillés les uns avec les autres et n'ont pas su à un moment prendre leurs responsabilités. Donc j'espère que cette situation, c'est la situation du passé, parce que l'État n'était pas obligé d'intervenir. Notamment le réseau, il doit fonctionner, s'il est bien géré, il doit fonctionner simplement avec la tarification de l'eau. Il y avait les 3/4 d'eau qui étaient perdus dans les tuyaux avant d'arriver au robinet des gens. Ça, c'est pas possible, ça. Ensuite, cap sur la résidence départementale pour toute une série d'annonces. Le traitement des déchets, la biodiversité, l'éducation à l'environnement. Et de signatures. Il y a la volonté de l'ensemble des acteurs. Nous avons vu un certain nombre de municipalités très engagées dans la maîtrise de l'énergie pour que nous puissions maîtriser un peu nos dépenses énergétiques, réduire aussi les gaz à effet de serre. Après la conférence de Paris, la COP21, aujourd'hui à quelques semaines de l'élection présidentielle, c'est une reconnaissance du gouvernement de l'engagement de la Guadeloupe, de sa population, pour une bonne transition énergétique. La grève de la Poste est officiellement terminée. Les bureaux d'accueil avaient rouvert depuis ce samedi, mais le protocole d'accord n'a été signé que ce matin. Après une semaine de mobilisation, les représentants du personnel et la direction sont parvenus à un accord. 14 engagements ont été pris au total. Voyez les précisions d'un des membres de l'intersyndicale de la Poste qui s'exprime face à la caméra d'Alizé Lutran et de Michelet François. Depuis ce matin, puisque samedi c'était un jour au bord du week-end, donc depuis ce matin, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, les bureaux sont verts, le courrier est distribué, donc tout redevient normal à la Poste.
Il a fallu qu'on aille en grève parce qu'il y avait un manque de respect vis-à-vis du personnel, il y avait une souffrance qui s'installait, il y avait un manque de respect des engagements pris par la boîte, il y avait de la souffrance. Nous avons interpellé la direction qui n'a pas voulu entendre, il a fallu qu'on arrive à la grève. Vous savez, quand on arrive à la grève, c'est qu'on arrive à un moment où on ne peut pas faire autrement. Nous avons fait la grève, nous avons validé avec le directeur des engagements forts. Ça a donné, on a pris 5 jours pour cela, ça a mis le temps qu'il fallait, mais aujourd'hui nous avons signé un protocole d'accord qui permet à ceux qui ont négocié et au personnel de la Poste de sortir grandi. Et aussi, on va le suivre très très près ce protocole d'accord parce qu'il faut qu'il soit respecté. Il y a eu beaucoup d'engagements forts de prix de la part du directeur et j'espère que ce sera respecté. La liaison maritime Fort-de-France-Casse-Pilote serait pour très bientôt. Après la suspension du projet en juin dernier, aujourd'hui, tous les acteurs se disent prêts pour le lancement prévu le 7 avril prochain. Voyez les précisions de Jean-Marc Dabot. Casse-Pilote, Fort-de-France, en 25 minutes à toute heure par voie maritime. 7 mois après avoir suspendu le projet, la mairie de Casse-Pilote se dit prête à accueillir cette nouvelle desserte et ses passagers. Comme vous pouvez le constater, ce parking est pratiquement terminé. Il restera simplement à faire le marquage des parcs de stationnement. Donc à ce niveau-là, nous sommes prêts. Il y aura 2 autres parkings qui sont en préparation. L'un est presque terminé comme celui-ci et l'autre sera terminé pour le 7 avril. Ce sont les vedettes tropicales qui devraient assurer la liaison. L'entreprise prévoit 4 embauches. Elle a déjà préparé le bateau. On a un bateau relativement récent qui a 5 ans et qui prendra 97 passagers avec un pont supérieur. Donc ça va permettre aux gens d'être un peu plus à l'aise sur la traversée qui va durer à peu près 25 minutes. Et donc nous sommes aujourd'hui prêts à commencer la ligne dès que la CTM nous donnera le feu vert. Reste à régler quelques menus détails comme le prix du billet, le nombre de rotations et la gratuité ou non des parkings. La CTM devrait réunir l'ensemble des acteurs d'ici la semaine prochaine. En attendant, les Taxico continuent d'assurer la liaison entre Casse-Pilote et Fort-de-France, non sans inquiétude. Un petit peu, c'est normal, hein, parce qu'on travaille avec les gens de Casse-Pilote, Shellshare. C'est sûr, avec la navette, il y aura moins de clientèle. Hein. La première rotation est prévue pour le 7 avril. D'ici là, Casse-Pilote et Fort-de-France restent à 1 heure de route, en moyenne, aux heures de pointe. 9 631 €, c'est la somme récoltée ce week-end par la Banque alimentaire dans le cadre de son opération collecte don caisse. Il s'agissait de récolter de l'argent auprès des clients d'une grande surface foyalaise. Les donateurs ont pu régler leurs courses en laissant la monnaie à l'arrondi, par exemple, à l'attention de la Banque alimentaire qui s'est constituée un crédit dans le magasin et qui pourra donc acquérir des produits en fonction des besoins de ses bénéficiaires. L'artisanat est à l'honneur depuis vendredi dernier et ce, à l'échelle nationale. La semaine nationale de l'artisanat est programmée jusqu'au 17 mars. Et pour en parler, nous recevons le président de la Chambre des métiers de l'artisanat, Henri Salomon. Bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir à tous les téléspectateurs et bien sûr tous les artisans que je salue. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'objectif de cette semaine est de promouvoir l'artisanat. D'ailleurs, le thème c'est pourquoi choisir l'artisanat. Alors, 250 métiers, 16 000 emplois en Martinique. Alors, pour ceux que ça intéresse mais qui hésitent encore, quels sont les avantages à se lancer dans ce secteur? Alors les avantages, ils sont multiples. Déjà, c'est des emplois que l'on peut exercer donc ici, localement, en Martinique, des emplois qui ne se délocalisent pas. L'artisanat, c'est la diversité. Donc des artisans, il y en a sur tout le territoire martiniquais, du nord au sud. Ce sont des métiers très différents, donc avec tous un point commun, donc c'est la passion du métier. Donc pour résumer nos 4 grandes familles, il y a le bâtiment, l'alimentation, les métiers de service et la fabrication. Alors, quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon artisan? Est-ce qu'il y a un artisan type déjà? L'artisan type, c'est quelqu'un qui sait où il va, donc qui a un projet de vie, quelqu'un qui est très fier de ce qu'il fait, de ses productions, quelqu'un qui souvent est votre voisin. Donc l'artisan, ça peut être l'artisan taxi qui vous récupère à l'aéroport, qui vous fait visiter l'île quand vous êtes un touriste. Il faut être prêt à créer sa propre entreprise aussi, non? Bien sûr, donc être artisan, c'est être à son compte, d'avoir créé son entreprise, donc prendre son avenir en main.
Alors, les artisans taxis ont beaucoup fait parler d'eux ces derniers temps, ce qu'on appelle chez nous les taxi-places. Hein. Ils craignent l'arrivée du TCSP. Alors, comment s'organisent aujourd'hui les négociations avec la CTM? Est-ce que vous intervenez en tant que président de la Chambre de métier et de l'artisanat? Alors, c'est l'organisation professionnelle des taxis qui doit intervenir, mais bien sûr, ils ont le soutien de la Chambre de métier, parce que leur problématique, nous la partageons. D'ailleurs, parmi les élus de la Chambre de métier, il y a aussi des représentants de ces organisations professionnelles. Et donc, cette arrivée du TCSP doit profiter à tout le monde. Et il faut aussi penser donc, à tous ces artisans, qui sont aussi des responsables de famille, qui doivent pouvoir travailler, développer leur business autour du TCSP. Et je crois que sur la Martinique, il y a de la place aussi bien pour le TCSP que pour nos artisans taxis. Et vous savez où en sont les négociations aujourd'hui? Eh bien, elles sont en cours. Hein. Je sais qu'ils désirent pouvoir emprunter les couloirs du TCSP. Moi, je dis, testons, voyons donc ce que ça va donner. Voyons si ça va réellement gêner le service. Je pense qu'ils peuvent donc bien mutualiser cet espace intelligemment. Et donc ça va profiter bien sûr au TCSP, ces voies vont profiter au TCSP, mais aussi à ces artisans taxis qui seront bien écartés des embouteillages. Et surtout, ça va profiter à leurs clients, parce que quand on prend un taxi, on a envie d'être rendu, d'avoir une course la plus rapide possible. Alors revenons maintenant à la Semaine nationale de l'artisanat. Il y a quelques événements qui sont prévus encore cette semaine, notamment l'opération Artisan d'un jour. Expliquez-nous. Absolument. Notre volonté, c'est de faire connaître l'artisanat donc au grand public, à nos élus aussi, puisqu'ils ont une responsabilité aussi pour l'avenir de l'artisanat, et au jeune public. Donc nous avons demandé à 4 personnalités de venir dans une entreprise où ils vont être accueillis une journée. Et là, ils vont se mettre dans la peau d'un artisan, apprendre des techniques, gérer les clients, voir les problématiques, les solutions que trouve l'artisan au quotidien pour réaliser sa production. Et on aura un compte-rendu de ces journées. J'espère que vous aurez plein d'images, parce que le but, c'est vraiment d'avoir des images. Ce matin, je suis passé voir un atelier de prothésistes dentaires à Dilion, auquel notre rédactrice en chef, Kathleen Milas-Copet, a participé. Elle était là, elle s'est mise dans la peau d'une prothésiste dentaire. Elle était accueillie en plus par une jeune femme, Elodie Nayaradouk, qui lui a montré son métier, comment on réalise tous ces appareillages qui sont super précis. Et ces mots, ça a vraiment été, je ne pensais pas que c'était aussi technique. Et en plus de la technicité, c'est un véritable art, parce que le geste artisanal, il faut qu'il soit précis, et surtout, il faut qu'il soit créatif. Et pour le grand public, comment se traduit cette semaine de l'artisanat? Est-ce qu'ils peuvent participer, voir des choses? Alors, ils verront déjà par l'intermédiaire des médias. Ils sont invités à visiter notre université des métiers, à Rivière-Salée. Donc là, notre centre de formation des apprentis sera ouvert, nos ateliers de formation pour les adultes aussi. Donc ils pourront voir comment ça se passe. Nous avons des déjeuners aussi qui sont prévus vendredi, en fin de semaine, toujours dans le cadre de l'Université des métiers. Et bien sûr, nous animons tous les médias pour parler d'artisanat avec des témoignages d'artisans, parce que des artisans, je vous disais qu'ils sont nombreux, il y a des hommes, il y a des femmes, et c'est principalement des métiers de passionnés. Donc ça, il faut que ça se sache, que ce soit des métiers de passion, des métiers où on travaille pour la qualité, pour la performance, parce qu'aujourd'hui, pour vivre comme artisan, il faut être bon, il faut avoir des produits de qualité. Et tous les artisans se forment pour arriver à cette qualité, à cette performance. Et nous, à la Chambre des métiers, nous les accompagnons. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis bonne semaine. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons de Mister Guyane qui se prépare à l'élection de Mister France programmée demain soir à Paris. Il espère remporter le titre plus que tout pour faire un doublé avec l'élection Miss France. Chez nous, les pensionnaires de Lomas au Lamentin ont été mis à l'honneur aujourd'hui. La maison de retraite a proposé des soins à toutes les femmes en écho à la Journée de la femme. Et puis Hubert Bornil vous présentera une épicerie qui a ouvert ses portes à 2 pas de la Savane à Fort-de-France. Ses propriétaires entendent revisiter le concept de commerce de proximité. Il ne reste plus qu'1 jour avant l'élection à Paris de Mister France. Vous le savez, c'est Gary Lessort qui nous représentera en Guyane. Un jeune homme a été élu en octobre dernier. Il est très confiant pour amener le titre chez lui. Ça sera d'ailleurs un doublé parfait avec l'élection d'Alicia Ellis. Voyez ce reportage de notre correspondant sur place.
Qui sera élu Mister France 2017? Réponse mardi soir à Paris. En attendant, les 16 candidats en compétition mémorisent la chorégraphie du show et travaillent dur la musculation. 16 candidats sélectionnés représentant 16 régions françaises, de la Bretagne à la région PACA jusqu'aux Antilles et à la Guyane. Pour la Guyane, c'est Giovanni, 30 ans, militaire de carrière à Matiti, élu en octobre Mister Guyane, qui défend fièrement les couleurs du département pour le titre. Je connais mes concurrents et ils ont tous le même potentiel que moi. On a tous nos chances de gagner cette élection. Donc il y aura du travail, mais je reste confiant et positif pour cette élection de mardi 14. Son inscription au concours a commencé comme une plaisanterie et un défi, mais rapidement il s'est pris au jeu et prépare maintenant la compétition avec sérieux. Alors pour le concours, il faut avoir un beau corps, certes, mais il faut avoir de la prestance, il faut savoir marcher, il faut savoir se présenter correctement. Voilà. C'est pas le tout d'avoir des tableaux, des tablettes, d'être le mec le plus baraqué. Il faut savoir se présenter, c'est ça l'avantage. Aucun narcissisme chez Giovanni, qui a suffisamment de maturité pour ne pas tomber dans cette dérive. Je ne prends pas du tout la grosse tête. Depuis que j'ai été élu Mister Guyane, je suis resté toujours le même. Je vis ma vie comme je la vivais auparavant. Et pour moi, rien n'a changé jusqu'à maintenant. Donc le mot d'ordre est de rester modeste, d'autant plus qu'il connaît ses imperfections. La chose vraiment qui me pose problème au niveau de mon corps, c'est mes abdos qui ne veulent pas sortir. Je les sens, mais ils sortent jamais. Stop. Ah, plus de force. Des imperfections qui ne l'empêchent pas d'être confiant pour remporter le titre de Mister France, dont il pense posséder les valeurs, tout en sachant que ce sont les femmes qui en décideront. Ce seront plus les femmes qui vont regarder l'élection de Mister et les hommes ils vont la regarder par rapport à leur femme s'ils l'accompagnent. Mais c'est très rare qu'un homme vote pour un homme. Entre les séances de préparation, Giovanni s'est réservé du temps pour visiter la capitale qu'il ne connaissait pas, une détente nécessaire pour affronter la compétition. J'ai vu la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, j'ai fait les Champs-Élysées. Aujourd'hui, le Louvre. Et ce soir, peut-être la Seine, petit bateau mouche. Et puis demain, on verra pour le reste. Place au sport maintenant avec un retour sur les manifestations qui ont ponctué ce week-end. Il a été marqué par la reprise du sport automobile avec la course de côte du Marin. Au menu également du cyclisme, du karaté avec l'Open de la Caraïbe ou encore du sport collectif avec les demi-finales de la Coupe de Martinique de handball. Tour d'horizon avec José Le Chertier, Guillaume Bacoul et bien sûr Miss Sport, Caril Chassol. Reprise hier après-midi de la saison de sport automobile avec la course de côte du Marin. Elle est revenue à Patrick Besclot devant Christophe Théodore et François Xavier Mavunzi. On reste sur la route en cyclisme. Le premier Grand Prix du foyer rural de Morne-à-Cajou au François est revenu hier après-midi à Michael Laurent devant Émile Demazy, tous deux de l'UCS. Le Guyanais du Madina Bikeuse René-Yves Tiver complète le podium. En karaté, le 4e Open de la Caraïbe est revenu à la Guadeloupe devant la Martinique. Il s'est déroulé samedi au hall Péliard-Donatien. Sport collectif, en handball, les finalistes de la Coupe de Martinique sont connus. Au féminin, on aura droit à un Arsenal USC Citron. En demi-finale, ces deux formations ont écarté respectivement le Réveil Sportif et la Gauloise. Chez les hommes, la finale opposera Sainte-Anne-Cap 110 à l'Étoile de Gondo. Ces équipes sont venues à bout en demi-finale de l'Espoir de Floréal et de l'USC Citron. En basket féminin, la 17e et avant-dernière journée du championnat élite a vu la victoire de la Gauloise dans le choc face à l'Éclair, mais également du Golden Lion, du SC Lamantinois et du Golden Star. Au classement, les Trinitéennes confortent leur place de leader devant Saléenne, Joséphine et Foyalaise. Chez les hommes, le Golden Lion, le SC Lamantinois, la Gauloise, le Golden Star et Lussac se sont imposés. Au classement, Joséphin, Lamantinois, Trinité et Foyalais de Lussac se dirigent vers les playoffs. En football, la 18e journée du championnat de Régional 1 a vu les victoires du Golden Lion, du Club franciscain, du New Star et de l'Aiglon partagent des points dans les autres rencontres. Au classement, les franciscains sont leaders devant Joséphin, Pilotin du Sud et Lamantinois. En bas de tableau, le New Club, le Golden Star et l'Excelsior ferment la marche. Chez les femmes, la 15e journée du championnat a été marquée par la victoire du RC Saint-Joseph 2-0 dans le Classico face au Racing.
Et c'est le moment de nous rapprocher encore plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous emmène au Lamentin, à la maison de retraite Omas, où une trentaine de pensionnaires s'est fait chouchouter aujourd'hui. Gommage, massage et maquillage pour les grandes dames en écho à la journée des droits de la femme. Voyez cette ambiance captée par Louis Sebas. Une jolie bergère venait, dit-on, faire boire à la rivière ses blancs moutons. Un jour sur une pierre, elle vit son nom. J'ai toujours fait moi-même chez moi. Et aujourd'hui, je me trouve là où on me le fait. Si ça vient au moins une fois par mois, c'est très bien pour nous. On prend le porto du joyeux en levant son verre. On n'a pas tous les jours 20 ans, cela nous arrive une fois seulement. Je crois que c'est tout. Hein. Je me sens vraiment bien détendue. C'est très agréable. Et comme je veux rester jeune... On a comptabilisé 26 personnes et encore il a fallu réduire. C'est important, pourquoi? C'est pas simplement se dire bon, on va faire un tour dans une maison de retraite, dire on va pomponner, c'est pas ça. C'est surtout arriver à ce que ces personnes elles puissent rétablir leur estime d'elles-mêmes. Et ça c'est essentiel, je veux dire, quand on n'est pas forcément malade mais qu'on est déjà dans une période de sa vie où on est déjà un petit peu en retrait de la société. Le prince et la bergère se sont mariés. Ça va, ça fait du bien. Direction Fort-de-France maintenant, où un tout nouveau magasin d'alimentation a vu le jour à quelques pas de la savane. Créé par deux Martiniquais, l'épicerie Food Market a pour mission de revenir au principe de commerce de proximité. Hubert Bornil et Valérie Vincent vous la présentent. Regardez. Un slogan qui dit tout à peu près sur les intentions, en tout cas des gérants de ceux qui ont lancé cette nouvelle surface de vente. 70 mètres carrés, on appelle ça. Alors il se dit hein, là, tout près de chez vous. Ce nouveau petit commerce attise la curiosité des passants. À vrai dire, on n'était pas habitué à ce genre d'activité dans la rue. Comme autant. C'est-à-dire que quand le client revient, il a cette petite attitude. Cette dame a longtemps travaillé dans un restaurant rapide face à la savane. Alors elle n'a pas pu s'empêcher elle non plus de venir voir cela de plus près. On a pu faire un petit achat rapide. Donc c'est une très bonne initiative et qui est très appréciée. Une franchise 100% martiniquaise née de la volonté de deux hommes jusque-là œuvrant dans le domaine de la distribution. On voudrait relancer également tout ce qui est production locale. Donc on a fait appel à plein d'artisans locaux. On fait des glaces artisanales, des producteurs qui nous ramènent des produits organiques et bio. Des galettes salées, en plus de nos produits, que nous distribuons les produits d'Intermarché. Pour les promoteurs de ce commerce de proximité, c'est bien la preuve qu'il y a de la place pour ces petits commerces d'alimentation face aux grandes enseignes. C'est humain, on a affaire à des humains, pas à des machines. Donc c'est un lieu de résistance, on va dire. On n'a rien inventé, on s'est inspiré de ce qui existait déjà au temps de nos parents, des petites épiceries où les gens passaient, discutaient, trouvaient ce qu'ils voulaient. Quand ils n'avaient pas, on commandait. Et voilà, donc c'est ça qu'on a voulu faire, remettre au goût du jour, mais avec des choses modernes, les produits d'aujourd'hui, quoi. Un positionnement qui se veut stratégique tout en prenant en compte les besoins essentiels des consommateurs. Et merci. Hop. Bonne journée. Ça va aller? Oui, ça va. Aussi, après un mois d'activité, le libre-service a déjà fidélisé sa clientèle parmi les employés des administrations voisines. Déjà à la base, sur les premières impressions qu'on a pu recueillir, on trouve que c'est authentique tout en étant moderne. Voilà. Et puis sachez qu'il y a d'autres projets d'implantation prévus dans le sud, mais également le nord de la Martinique. Culture avec une exposition visible jusqu'au 24 mars prochain à la bibliothèque Schellcher, Exubérance Afro-Caraïbe. Il s'agit du travail de deux artistes, une martiniquaise et une ivoirienne, qui ont mis en peinture leur rencontre Afrique-Antilles. Voyez ces images de Jean-Marc Dabot. Alors
l'exposition Exubérance Afro-Caraïbe est une exposition de peinture, une exposition commune de l'artiste Prisca Toulon-Marie-Claire et de moi-même à la bibliothèque Schellcher qui a commencé depuis le 3 mars dernier et qui se terminera le 24 mars. Exubérance pour évoquer la chaleur des gens du Sud en général, et puis la joie de se retrouver, une Africaine et une Antillaise, la joie de se retrouver, toutes les émotions à partager, des choses à renier par rapport à l'histoire, etc. Et donc exubérance donc, de cette relation-là, afro, donc pour africaine, et caribéenne pour la Martinique, entre autres les Antilles en général. Nous avons travaillé toutes les deux sur le même thème, mais chacune dans son style, chacune dans sa technique, avec les mêmes dimensions, le même nombre de toiles et les mêmes dimensions de toiles. Et pour ce qui est de ma part, moi, Ayaninda, je suis un peintre abstrait. Ce que je peins n'existe pas forcément sur Terre immédiatement, existe dans mon esprit, dans mon imaginaire. Ce sont des choses intangibles, immatérielles, mais je centre mon travail autour d'une esthétique textile africaine. C'est mon créneau, c'est mon credo, c'est ce qui me replonge dans mes racines africaines. Information pratique avant de refermer cette édition pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 8h à 13h sur le parking du lycée Joseph Pernock au Lorrain. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don au CHU Pierre Zobda-Kidman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec Tché Pays. À tout de suite.